Donc du coup, je vais vous présenter les émissions gazeuses de deux gaz qu'on a mesurés, donc la volatilisation ammoniacale avec l'ammoniac et les émissions de protoxyde d'azote, donc qui sont un gaz à effet de serre. Donc c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec pas mal de collègues de l'UMR Ecosys et avec la business unit Envisage de l'UMR. Et donc, on a vu précédemment qu'il y avait des caractéristiques physico-chimiques qui étaient assez variées pour les urinofertilisants, que ce soit en termes de pH ou en termes de forme de l'azote. Et donc, l'objectif, c'était de mesurer ces émissions de ces deux gaz après un apport au champ. Donc, un petit rappel sur le processus de volatilisation. Donc, on peut prendre, par exemple, un urinofertilisant qui serait apporté sous forme d'urée. Donc, l'urée est stabilisée dans l'urinofertilisant. Mais quand on va l'apporter au sol, donc le pH du sol va tamponner tout ça et on va retourner dans une gamme de pH qui permet à l'uréase de venir décomposer l'urée en azote ammoniac. Ensuite, quand on est il y a un équilibre qui se fait en fonction donc du sol et du fertilisant, donc entre la forme ammonium NH4+ et NH3 ammoniac. On peut avoir cette forme ammoniac sous forme dissoute, mais c'est cette forme aussi qui peut passer sous forme gazeuse, donc tout d'abord dans le sol, et ensuite, en fonction des conditions micrométéorologiques, donc de température, de vent, on peut perdre cet ammoniac vers l'atmosphère. Donc on a une perte d'efficacité, on perd de l'azote qui ne pourra pas être valorisé par la plante, et on a tout un tas d'impacts environnementaux. Par exemple, l'ammoniac, c'est un des précurseurs de la formation de particules fines. On peut avoir de la redéposition qui cause de l'eutrophisation un petit peu plus loin. Donc, toute une gamme d'impacts environnementaux. Donc, nous, au niveau méthodologique, on a commencé par réaliser des essais en conditions contrôlées. C'est un petit peu l'équivalent des essais qu'on a menés en serre sur l'efficacité agronomique. On a retesté la plupart des urinofertilisants, donc avec les différentes formes d'azote, qu'on a comparé au nitrate d'ammonium, donc un engrais minéral classique, au lisier bovin, donc qui est à la fois un petit peu organique et ammoniacal. Et donc on a une bonne moitié de ces produits qui vont avoir des pH plutôt acides, une bonne moitié qui vont avoir des pH plutôt alcalins. Et donc en conditions contrôlées, en fait, on a été prélever des cylindres de sol au champ, donc des cylindres qui font une quinzaine de centimètres de diamètre. Et on est venu apporter, donc pour les produits liquides avec une micropipette en surface, nos produits. On a 3 cylindres comme ça par produit. Le pH du sol, c'est un pH qui est assez représentatif de l'ouest parisien, donc avec un pH qui est assez neutre. Et donc ensuite, on vient fermer cette cellule, enfin ce cylindre, pour former une cellule qui est complètement hermétique à l'extérieur. Et donc en fait, on a un flux d'air qui passe à travers la cellule, qui va balayer la surface du sol, et qui va ensuite passer par un barboteur d'acide sulfurique. Donc, en milieu acide, l'ammoniac gazeux va se fixer en ammonium dans la solution. Et donc, en mesurant la teneur en ammonium dans la solution, en faisant plusieurs prélèvements dans le temps et en intégrant tout ça dans le temps, on peut retrouver la quantité d'ammonium qui s'est volatilisée et la dynamique de volatilisation. Donc ça, c'est en conditions contrôlées. C'est des essais qui ne permettent pas forcément d'avoir un facteur d'émission de l'ammoniac, mais ça nous permet de hiérarchiser la volatilisation parmi les produits. Parce que la volatilisation au jour J au champ va vraiment dépendre des conditions météo du jour. Et donc au champ, on a pu réaliser aussi un essai. Donc on en a pu en tester que 2. L'urine stockée qu'on a comparé au nitrate d'ammonium. C'est des méthodes qui sont beaucoup plus exigeantes en termes d'expérimentation. On a eu les capacités de tester que ces deux-là. Il faut des grosses parcelles de 20 mètres sur 20 mètres avec des gros volumes d'urinofertilisants. Et en fait, on vient mettre des mâts comme ça au milieu de la parcelle. Et sur ces mâts, il y a des petits badges qui sont fixés et qui, un peu comme le barboteur d'acide sulfurique, contiennent un filtre qui est acide et qui va venir capter l'ammoniac. Donc ensuite, en passant par une étape de modélisation, on peut recalculer là aussi les flux d'ammoniac. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus en conditions contrôlées. Donc c'est la volatilisation qui est exprimée en pourcentage de l'azote qui a été apporté. J'ai remis les pH et les formes de l'azote principales sur la droite. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que pour les fertilisants alcalins, que ce soit l'urine alcalinisée qui est sous forme d'urée majoritairement ou l'urine stockée sous forme ammoniacale,
on a une volatilisation qui peut être assez forte, donc autour de 16-18% de l'azote qu'on a apporté qui est parti vers l'atmosphère. Au contraire, pour les produits acides, donc là aussi, peu importe la forme de l'azote, on a une faible volatilisation, donc qui est en dessous de 5%. Et donc, l'acidification, que ce soit sur de l'urine fraîche ou sur de l'urine stockée, est une méthode qui permet de limiter la volatilisation. Et donc, enfin, on a les produits nitrifiés, donc l'urine nitrifiée concentrée, mais aussi le nitrate d'ammonium, donc l'engrais minéral auquel on a comparé nos urinofertilisants. Eux ont une très faible volatilisation, donc elle est en dessous de 1%. Et là aussi, le fait de nitrifier, de par le fait qu'il y ait des nitrates, et du coup que le pH du produit soit acide, on a une volatilisation qui est très très faible et qui est en dessous de l'engrais de référence auquel on a comparé tout ça. Donc au début, on était un petit peu surpris parce qu'on s'attendait, pour l'urine alcalinisée, qui est stabilisée sous forme d'urée, à avoir aussi une faible volatilisation. Et ce qui est représenté sur ce graphique-là, c'est la dynamique de volatilisation, donc le temps après l'apport pour se volatiliser. Et en fait, on voit qu'il y a seulement en fait, un petit décalage entre la courbe de volatilisation de l'urine stockée et celle de l'urine alcalinisée. Et donc l'hypothèse qu'on a, en fait, c'est que c'est juste le temps que l'urée se dégrade dans le sol en azote ammoniacal. Mais ensuite, ça suit la même courbe de volatilisation quand on fait le cumul à la fin. Au contraire de l'urine fraîche acidifiée, par exemple, qui reste très faible. Donc l'alcalinisation, en fait, elle va limiter elle va limiter cette volatilisation. Donc ensuite, l'impact d'autres paramètres. Donc j'ai pas pu mettre tous les fertilisants pour simplifier dans la présentation. On a aussi un gros impact de la matière sèche. Donc sur l'urine stockée totalement liquide, qui peut s'infiltrer dans le sol, on a perdu 17% de l'azote ammoniacal. Mais par contre, sur le lisier, par exemple, qui était très pâteux, on en a perdu les 3/4. Et pareil, sur un mélange entre de l'urine et du compost, le compost, en fait, a retenu l'urine en surface. Et là aussi, c'est augmenté très fortement la proportion d'azote ammoniacal qui s'est volatilisée. Donc, on était à 40%. On a un impact de la matière sèche comme ça. Donc ça, c'était les résultats en conditions contrôlées. Et donc au champ, sur les deux produits qu'on a testés, là, on a observé des choses qui étaient cohérentes. On a observé une forte volatilisation sur l'urine stockée. Donc on en a perdu un tiers de l'azote qu'on a apporté par volatilisation. C'est notamment dû aux conditions qui étaient favorables. Donc c'est un essai qui a été fait sur un apport de maïs qui était fin mai. Donc on était déjà assez loin dans l'année. Il a fait assez chaud le jour de l'épandage et les jours après. Il y a eu très peu de pluie. Il y avait beaucoup de soleil, et donc tout ça, c'est des conditions qui ont favorisé la volatilisation. L'épandage aussi, donc on en a parlé un petit peu avant de la méthode d'apport, mais on a épandu ça avec des buses alizées, donc c'est pas totalement une pulvérisation en gouttelettes de fibre, mais c'est une méthode d'apport qui a quand même tendance à faire des petites gouttes, et donc à augmenter la surface de contact du fertilisant dans l'atmosphère. Et ça favorise la volatilisation par rapport, par exemple, à des tuyaux qui viendraient déposer l'urine sur le sol. Donc, toutes ces conditions font que, en gros, si on fait ce qu'il faut pas faire, on peut perdre beaucoup d'azote dans les urinophores. Après, ça peut être géré d'autres manières. Donc, par exemple, en utilisant un pendillard plutôt que de pulvériser l'urine, va venir le déposer avec un tuyau au sol, on peut réduire déjà pas mal d'azation. Et après, on peut carrément, donc si l'itinéraire technique le permet, imaginer s'il n'y a pas de culture en place, d'injecter le fertilisant dans le sol. Donc là, on coupe totalement le contact fertilisant-atmosphère, donc on réduit très fortement la volatilisation. On peut aussi venir enfouir le fertilisant après l'avoir apporté, et là aussi permettre une réduction assez forte. Donc voilà pour les résultats sur la volatilisation ammoniacale. Et ensuite, donc, sur le N2O, le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre avec un fort potentiel de réchauffement. Donc, une molécule de N2O, c'est l'équivalent en termes de potentiel de 300 molécules de CO2. Et c'est un gaz qui provient très majoritairement de l'agriculture, donc 90%. Et dans ces 90%, il y a une forte proportion qui viennent des grandes cultures, notamment en raison de la fertilisation azotée. Donc un petit rappel sur les procédés qui vont émettre du N2O. Donc, on peut repartir de notre exemple d'urinofertilisant qui est apporté sous forme d'urée. Donc l'urée va se dégrader en quelques jours en azote ammoniacal. Et quand on est en conditions aérobies, les bactéries du sol vont aller oxyder
cet azote ammoniacal en nitrate, donc qui sera la forme qui sera préférentiellement absorbée par la plante. Et donc, on peut avoir des émissions de N2O lors de ce passage de la forme ammoniacale à nitrique. Et donc ensuite, si on est en fin d'hiver ou qu'il y a un gros orage, et qu'on se retrouve avec des zones en anaérobie dans le sol, là, les bactéries peuvent utiliser l'oxygène des nitrates et donc dénitrifier les nitrates pour les retransformer en diazote gazeux et le réémettre vers l'atmosphère. Et donc, là aussi, pendant ce procédé, on peut avoir des émissions de N2O, et c'est même le principal procédé qui va émettre du N2O. Et donc, nous, on a essayé de regarder, sur une campagne qui a duré à peu près un mois, quelles étaient les émissions de N2O après un apport de chaux. Donc, on a pu tester 3 fertilisants différents, donc l'urine stockée avec de l'azote ammoniacal, l'urine nitrifiée, on a pensé que ce serait intéressant comme c'est déjà à moitié nitrique et ammoniacal, et on a comparé ça au nitrate d'ammonium, donc l'ammonitrate qui est du nitrate d'ammonium sous forme de granulés. Donc, on a délimité des petites parcelles qui font 3 mètres sur 3 mètres, et sur chaque petite parcelle, donc, on est venu installer des chambres manuelles, donc en essayant de perturber le moins possible la surface du sol. Et en fait, sur ces chambres, donc sur un mois, régulièrement, on venait les fermer et avec une seringue prélever de l'air de la chambre. On prélevait ça à 0, 15, 30, 45 minutes. Et donc, en mesurant la concentration en N2O dans l'atmosphère de la chambre, on pouvait retrouver le flux d'émission de N2O. Et donc, c'est ce qui est représenté dans le graphique de gauche. Donc, c'est le flux de N2O en grammes de N2O par hectare et par jour. Donc, ça, ce sont les jours après l'apport. On a en bleu donc le N2O du traitement ammonitrate, en vert pour l'urine nitrifiée, en orange pour l'urine stockée. Et donc déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'on va avoir un pic après l'épandage pour l'urine stockée. Et donc l'hypothèse qu'on a faite, c'est que c'est du N2O qui provient de la nitrification. Comme on a 100% d'azote ammoniacal quasiment dans l'urine stockée, cet azote il doit être nitrifié pour être absorbé par les plantes. Donc on doit avoir pas mal de nitrification à ce moment-là, et c'est un peu d'émission de N2O. Sinon, ça reste assez plat pour les autres. Et par contre, on peut voir qu'on a un deuxième pic qui est environ 15 jours après apport. Et là, si on regarde les conditions météo qui sont sur le deuxième graphique, on voit que ça correspond à quelques jours après une grosse pluie qu'il y a eu. Donc 40 mm qui est tombé ce jour-là. Donc là, on peut avoir potentiellement des conditions d'anaérobie dans notre sol et avoir un peu de N2O qui a été émis par des nitrifications. Donc quand on regarde le cumul, donc dès le début, en fait, le cumul pour l'urine stockée va être plus important que pour l'urine nitrifiée et pour l'ammonitrate. Donc sur ce type de conditions météo, on a cette hiérarchie, mais après, potentiellement, ça pourrait être totalement différent. Enfin, je rappelle qu'on était sur du maïs, donc c'était au mois de mai, le sol était quand même assez sec, il a peu plu les premiers jours, donc vraiment plutôt des conditions qui sont favorables à la nitrification, mais sur un apport qui est fait en toute fin d'hiver, avec un sol qui est gorgé d'eau, potentiellement, il pourrait y avoir plus d'émissions de N2O avec l'urine nitrifiée, comme il y a déjà des nitrates qui peuvent être dénitrifiés. Voilà. Donc en synthèse, on peut potentiellement avoir des pertes importantes par volatilisation. Ces pertes vont être surtout corrélées avec le pH de l'urine fertilisant. Si on acidifie, on va avoir très peu de pertes. Donc l'acidification et la nitrification vont limiter la volatilisation. Et finalement, donc sur l'essai d'émissions de protoxyde d'azote qu'on a réalisé, donc en conditions assez sèches, c'est la nitrification qui va plutôt émettre du N2O, et donc elles vont être plus fortes pour des fertilisants qui ont une forte proportion d'azote ammoniacal comme l'urine stockée. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à ce essai.